Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un peu spécial aujourd'hui parce que j'ai une invitée un peu particulière. J'ai invité et accueilli Audrey Yanka, qui est mentor pour les femmes médecines et entrepreneurs spirituels, qui est également praticienne chamanique et coach certifié ICF. Audrey a plein de casquettes, elle a plein de cordes à son arc, ce qui est passionnant. Audrey dédie sa vie à reconnecter l'humanité à la sagesse de la nature. Elle est convaincue que cette reliance est essentielle pour guérir les problèmes du monde. Et dans notre conversation, nous avons exploré une thématique assez profonde, celle du deuil, et comment des traditions comme le bouddhisme ou des cultures amérindiennes perçoivent cette étape non pas comme une fin en soi, mais comme une transition vers autre chose. Avec Audrey, nous avons également parlé de l'importance de vivre pleinement et de ne pas accumuler de regrets. Ça a été une discussion extrêmement riche. J'espère que vous l'appréciez également énormément. Et c'est une discussion qui est, je pense, extrêmement riche et passionnante pour toute personne qui souhaite se reconnecter à soi, à son entreprise ou au monde. Mais je n'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Audrey Yanka. Accepté. Ok, bah Audrey, du coup, merci d'être la première invitée sur le podcast. Euh, Est-ce que tu voudrais te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvriraient? Ouais, avec plaisir. Bah déjà, merci à toi pour ton invitation. Ça me fait super plaisir. Puis je suis honorée du coup d'être la première là, apparemment. Un peu de stress du coup. Ouais, non. Ouais. Alors pour me présenter, bah, du coup, moi je suis Audrey Yanka. Je suis coach et mentor pour les entrepreneurs de demain, puis pour les personnes en reconversion professionnelle également. Moi, si tu veux, ce qui est important pour moi, c'est de permettre en fait à mes clientes de découvrir déjà leur médecine personnelle et puis aussi de rayonner dans leur vie et dans leur entreprise. Et donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est tout simplement de les aider, en fait, à mettre leur croissance personnelle et leur croissance spirituelle, vraiment les deux, tu sais, au service de leur activité. Ça, pour moi, c'est vraiment un fondamental. Et du coup, pour ça, ben, je m'appuie sur trois piliers qui sont le mindset et la connaissance de soi, la spiritualité au quotidien pour avoir un quotidien inspirant et inspiré, parce qu'on en a clairement besoin. Et puis, troisième pilier, l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat éthique et authentique. Donc, comme je dis souvent, qui vient du cœur et des tripes. Donc, voilà, pour t'expliquer de manière Super. très rapide qui je suis et ce que je fais. Et ça me parle beaucoup, en fait, ton approche, même si j'ai pas une approche aussi spirituelle que la tienne, du moins dans mon business. Mm. Enfin, publiquement, après, j'ai mes propres pratiques, mais tout ce dont tu parles, de vraiment être aligné et d'avoir cette croissance aussi, de toujours s'élever davantage dans tous les aspects de sa vie, moi, ça me parle énormément. Ah, Donc, bah, tant mieux. j'aime beaucoup et je pense que pour la petite anecdote, en fait, que tu ne sais peut-être pas, avant qu'on fasse le coaching dont on fait partie toutes les deux en ce moment, Ouais. j'ai parlé de toi à Léona, qui est du coup notre coach. Et elle Ouais. m'a dit, oui, est-ce que tu sais si Audrey, elle fait partie de l'aventure ou pas, alors que je ne t'avais jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi j'avais senti cette connexion en fait, mais je pense que ton approche chamanique m'avait Mm. beaucoup parlé. Et moi Mm. qui suis très attirée par le chamanisme de façon générale, que ce soit leur musique ou leur culture, ouais, ça m'avait beaucoup parlé. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Et c'est vrai, en plus, en me disant ça, tu m'as fait penser que j'ai oublié accessoirement de dire que j'étais aussi femme médecine. Du coup, j'étais reconnue femme médecine Ouais, par un peuple autochtone en Amazonie et du coup que je suis praticienne chamanique. Donc, d'où aussi le fait que pour moi, le lien est hyper important. C'est vraiment le fondamental de l'approche chamanique, c'est de créer du lien entre tout ce qui nous entoure plutôt que prendre chaque chose, tu sais, comme des choses séparées revenir à ce lien et au fait que tout est lié en fait. Donc l'entrepreneuriat est lié à notre croissance personnelle, au développement mm, personnel, on pourrait dire, mais aussi à la spiritualité. Et je pense que c'est hyper important en 2024 d'arrêter d'essayer de cloisonner en fait chaque chose et de voir vraiment le tout comme un ensemble, ce qu'on appelle aussi une approche holistique entre guillemets. ouais. Mm. Et je trouve Donc, ça, bah, justement, puisque tu en parles, ton voyage en Amazonie, ouais, waouh, ouais. moi, ça me fait rêver. Mm. Euh, je trouve ça incroyable que tu sois partie là-bas. En plus, un peu de ce que j'ai cru comprendre, un peu en de dernière minute. C'est un projet qui n'était pas forcément prévu à la base, qui s'est fait un peu à la dernière minute.
Ouais. Et je trouve ça incroyable en fait que tu aies pu t'imprégner de cette culture-là sur place par des chamans qui sont nés chamans, qui sont nés dans cette culture-là, parce que je trouve qu'il y a énormément de personnes qui se prétendent aujourd'hui chamans en Europe ou ailleurs, mais qui en fait n'ont fait que lire un bouquin ou faire une formation en ligne sans en fait vraiment avoir reçu l'enseignement des personnes qui sont nées dedans, en fait. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre et de prendre la relève, c'est de recevoir cet enseignement directement à la source. Complètement, complètement. Et ce que tu dis, c'est très juste. Il faut savoir que déjà, on est chaman. On ne se donne pas le titre de chaman. C'est vraiment être chaman. C'est quelque chose qui doit être pris avec vraiment beaucoup de respect. Et voilà. Et dans les communautés autochtones, on ne devient pas chaman. On est chaman en fait. Voilà, on Mm. est reconnu par la communauté comme étant un chaman. Donc voilà. Donc ça c'est un point qui est hyper important. Et surtout, ce qui est hyper important de savoir, c'est que les enseignements, la transmission, se fait pas à l'écrit. En fait, elle se fait à l'oral. Et c'est pour ça qu'on a aussi peu d'informations. Alors maintenant, avec le néo-chamanisme, on en parle de plus en plus, etc. Mais revenir à l'essence même du chamanisme et de ces pratiques-là se fait par des enseignements oraux. Mm. Et on a très très peu d'écrits en fait de ces peuples-là. Donc ouais, voilà, la transmission orale est hyper importante. En effet, c'est pas parce qu'on a lu un bouquin qu'on est chaman ou qu'on peut s'auto-proclamer chaman, parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très courant en ce moment. Et d'ailleurs, si tu as remarqué, je t'ai dit, je suis femme médecine, praticienne chamanique. Je n'ai pas le Ouais. titre de chaman et je ne me le donnerai pas, tu vois. C'est, bon, voilà, c'est la petite parenthèse, mais ouais, c'est Ouais, un point qui est mais hyper, c'est, moi, ça me fascine aussi. Mon chéri, du coup, qui lui a vécu pendant un certain temps au Pérou et qui a rencontré des chamans et m'a dit, mais l'image qu'on s'en fait en Europe n'est pas du tout, ouais. ce n'est pas du tout la même. Le parcours, en fait, qu'ils ont pour accéder à ce titre-là de chaman est très difficile et se fait sur transmission de génération en génération et se fait sur plusieurs années. C'est pas en quelques mois. Donc, Complètement. c'est très intéressant, mais du coup, c'est marrant qu'on parle de ça. C'était pas forcément prévu, Ouais. mais parce que la spiritualité dans ces cultures-là est extrêmement importante. Et en fait, leur approche de la mort, leur approche de la vie, du vivant et du mort, en fait, est différente de ce que nous, on en apprend, on en sait. Mm, mm, mm. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Est-ce que quand tu étais en Amazonie, c'est des sujets peut-être qui ont été abordés ou toi, dans ton apprentissage, c'est quelque chose qui t'a plutôt, la question, c'est plutôt dans différentes cultures, parce que je sais que tu as aussi été attiré par d'autres cultures que l'Amazonie, mais est-ce qu'il y a cette approche justement du décès, du vivant et du monde de l'après, du coup, qui est différente de ce que nous, on peut en savoir? Oui, je dirais qu'elle est même complètement différente de notre la vision la vision de la mort est complètement différente chez les peuples autochtones dans le chamanisme que chez nous les occidentaux. Ça a vraiment rien à voir. Et moi ça j'ai pu au final m'en rendre compte très très tôt puisque en 2000 c'était en 2014. Moi, j'ai perdu en fait mon petit ami qui était de Mhm. confession bouddhiste, donc le bouddhisme Theravada, donc qui est une des branches du bouddhisme. Et en fait, entre guillemets, grâce à cet événement malheureux, j'ai pu découvrir une culture complètement différente et une vision de la mort complètement différente aussi. Donc déjà, contrairement à nous, la culture occidentale, où on voit la mort comme une fin en soi, dans de nombreuses autres cultures, que ça soit la culture bouddhiste ou le chamanisme, ce n'est pas une fin en soi, en fait, c'est juste un passage. En fait, la mort n'existe pas en tant que telle pour ces peuples-là. On est juste dans un cycle. Un Une cycle, transformation. ouais, c'est ça, une transformation, un passage. Tu sais, c'est vraiment comme si nous, les Occidentaux, on voyait la vie comme une ligne droite avec un début et une fin, et puis plus rien après.
Alors que chez les peuples premiers, ou le bouddhisme, on a une vision qui est cyclique. En fait, on voit la vie comme un cycle qui est fait de petites morts et de renaissances, que ça soit le bébé qui se met à marcher, qui devient enfant, l'enfant qui devient ado, l'ado qui devient adulte, mais même dans notre vie d'adulte, on a aussi plein de petites morts, un déménagement, une rupture, une Mm. séparation, voilà. Ce sont des petites morts, en fait. Donc, le mot mort n'existe pas, on parle de passage, on parle de voyage. D'ailleurs, chez les peuples amérindiens, on dit souvent, on ne dit pas que la personne est morte, on dit qu'elle est partie. Et on a une vision, on pourra en revenir un petit peu plus tard. Mais oui, c'est complètement différent en fait. Et donc, comme je disais, moi, très très tôt, j'ai été confrontée à la mort très Mhm. tôt, puisque moi, j'avais 23 ans hein, à l'époque. Et en fait, c'est- je peux dire aujourd'hui que c'était magnifique en fait. Cet événement a été magnifique, les funérailles ont été magnifiques et ça n'avait absolument rien à voir avec des funérailles que j'avais pu faire encore plus jeune avec le décès de mon grand-père, donc qui était vraiment dans la tradition catholique. Donc Ouais. moi je trouve, hein, c'est vraiment très personnel hein, ce que je vais dire, mais une vision de la mort qui est un petit peu sombre, très très triste, Ouais. alors que là je venais de perdre mon petit ami et c'était très triste aussi, hein, je dis pas l'inverse. Mais le rapport à la mort dans cette culture Theravada, donc lui il était laotien, apaise énormément la mort et aide énormément au travail de deuil en fait. Donc ouais, c'est complètement différent. Après, je sais pas, est-ce que tu veux un petit peu plus de C'est détails sur la différence? c'est en fait ce que tu dis, moi ça me parle beaucoup aussi parce que bah, en ayant perdu l'une de mes grand-mères là plus tôt au printemps, je me suis surprise à vouloir, pas à vouloir, mais à espérer que la mort soit le chemin qu'elle choisisse parce qu'elle était dans un état de santé qui est en fait clairement, pronostiquement, si tu essayais d'envisager une vie après l'accident, elle a eu un double AVC, donc après ça, c'était très compliqué. Et donc, je me suis surprise à espérer qu'elle trouve le chemin pour elle qui soit le mieux. Et pour des connaissances que j'avais, la mort, c'était peut-être le meilleur. Euh, Ce qui en fait peut choquer quand je dis ça comme ça. Tu espères pas que les gens meurent, surtout pas des proches ou quoi. Mais il y a certaines, selon en fait l'approche que tu as, je comprends un peu mieux maintenant aussi, justement aussi peut-être parce que la spiritualité, mais on va en reparler, mais justement d'avoir cette autre vision que la mort, c'est pas un arrêt brutal de quelque chose, mais un changement, une transition vers autre chose. Euh, mais avant qu'on aille un peu plus en profondeur là-dessus, est-ce que toi, tu saurais un peu donner une définition plus ou moins vague, hein, mais de ce que c'est être spirituel en fait? Parce que là, on parle de spiritualité depuis le début, mais il y Ouais, a probablement plein de gens qui vont écouter ça et qui se disent, ouais, moi, je suis pas spirituel, je fais pas flamber du bambou ou du Palo Santo ou des bougies. Mais du coup, qu'est-ce que c'est être spirituel pour toi? ouais. Pour moi, être spirituel, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit juste de revenir à la racine du mot. Donc, spirituel vient du latin. Je crois que c'est spiritus en latin qui veut dire esprit. Voilà. Donc, Mm. en fait, être spirituel, la spiritualité, c'est vraiment ce qui est de l'ordre de l'esprit. Donc, ce qui est perçu comme subtil, peut-être invisible aux yeux. Donc, vraiment tout ce qui concerne l'esprit, quoi. Par opposition à la matière. Il y a vraiment une distinction entre ce qui est subtil, ce qui est de l'ordre de l'esprit, et puis la matière. Donc ça, c'est la spiritualité. Maintenant, ça va un petit peu plus dans le détail. Être spirituel, c'est tout simplement s'intéresser à ce qui dépasse la matière, c'est-à-dire ce qui est hors du corps physique, ou bien de ce que l'on peut voir voir, toucher, en gros, avec nos sens physiques, quoi. Et être spirituel, pour moi, c'est vraiment se connecter à une dimension ou avoir conscience qu'il y a une dimension plus grande que nous, avoir conscience de notre connexion, comme je le disais tout à l'heure, avec tout ce qui nous entoure, et pas juste comme un individu séparé du reste, encore une Mm. fois. Et c'est vraiment, voilà, avoir conscience qu'on fait partie d'un tout,
qu'autour de nous, il y a des mondes qui sont visibles, des choses que l'on peut voir concrètement, mais aussi des choses qui sont invisibles. Et en soi, tu me disais tout à l'heure, enfin, tu me disais là à l'instant, il y a des personnes qui peuvent croire qu'elles ne sont pas spirituelles. Pour moi, ce n'est pas possible. En fait, à partir du moment où tu t'intéresses un petit peu à la nature humaine, où tu t'intéresses à ta propre nature, où tu es capable de plonger en toi pour aller comprendre tes mécanismes intérieurs, où tu te poses des questions sur qui tu es, c'est quoi ma véritable nature. En fait, tu t'intéresses à l'esprit en faisant ça. Tu développes une certaine conscience de soi. Et donc, ça, c'est être spirituel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, et je pense que à partir du moment où on aime la nature et où on s'intéresse à la nature, qu'on aime randonner, marcher, jardiner, peu importe, observer les oiseaux, peu importe, on est déjà spirituel pour moi dans un sens. Parce que la nature nous dépasse, c'est quelque chose on ne contrôlera jamais. Et donc à partir de ça, c'est pour moi déjà une forme de spiritualité. Mm. mais complètement, complètement. Être spirituel, c'est se relier aux autres, c'est se relier à soi, c'est aussi se relier, Ouais, c'est aussi se relier aux autres. se relier Et à l'autre. ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment une confusion qui est faite et en t'écoutant, c'est ressorti, donc je me permets. Il y a vraiment, je pense, une confusion qui est faite chez les gens qui pensent que être spirituel égale être perché. Tu sais, on a un peu cette image très ésotérique de la personne qui est dans la lune, qui parle un vocabulaire très spécial, qui a une manière de parler de sa vie. Mm. Bref, on dit souvent être perché. Mais en fait, comme tu viens de l'évoquer, se connecter à la nature, c'est quelque chose de très concret au final, Ouais, de très ancré. Ben ça, c'est ça être spirituel. C'est pas être perché dans la lune, quoi. Tu peux tout à fait être spirituel et en même temps être bien ancré. Et c'est ce que nous enseigne le chamanisme. Et c'est, moi, en tout cas, ma vision de la spiritualité. Et comme je te disais tout à l'heure, être spirituel, c'est vraiment s'intéresser à l'esprit. Et il y a un point qui est hyper important et que je voudrais ajouter quand même dans cette définition, c'est que être spirituel, au final, c'est aussi être dans une posture d'humilité, de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et les personnes qui sont ouvertes spirituellement ont tendance, ça c'est un trait qui est très très commun, à se poser bien plus de questions qu'à obtenir de réponses. ouais. Tu sais, c'est vraiment le fait de se poser plein de L'art de questions sur... questionner. Ouais, c'est ça, l'art de se questionner sur plein de choses, mais de pas forcément avoir des réponses à tout, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, ça nous permet d'être dans une posture d'humilité, de reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'il y a encore énormément de choses qu'on ignore, que la science ignore, mais c'est avoir cette envie, en fait, de découvrir. Donc, tu sais, un petit peu cette notion Ouais, de curiosité aussi. ouais. Voilà. Pour moi, c'est tout ça, être spirituel. Je sais pas si ça te Super. parle. Non, non, ça répond très bien à la question. Ouais. Euh, et du coup, tu parlais tout à l'heure justement de cette épreuve, cet événement où tu as perdu un petit ami et de perdre souvent quelqu'un de proche de notre famille ou de quelqu'un de très proche, c'est une épreuve quand même pour beaucoup de monde, même pour moi, je pense, de toute façon. Et ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est de comprendre et que tu partages comment, en fait, ton approche de la spiritualité, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, en fait, encore plus pendant cet événement-là, mais comment ça t'a aidé à surmonter le deuil? Comment ça t'a aidé en fait à ne pas sombrer dans la tristesse et le deuil et pendant des mois d'être vraiment dans une phase sombre, mais de remonter justement, retrouver un peu le goût à la vie? Parce que c'est finalement quand on parle de perdre quelqu'un, quand on parle du deuil, bah, on a souvent quelque chose de sombre qui arrive sur soi, un peu un voile où les choses vont être différentes, les choses seront plus jamais comme avant, et vraiment une rupture qui se crée. Alors, comment, en fait, la spiritualité t'a aidé à retrouver, parce que tu es quelqu'un de lumineuse, donc comment ça t'a aidé à retrouver cette lumière-là? Ça, c'est marrant parce que tu me poses la question de comment la spiritualité m'a aidée, en fait, à traverser le deuil. Mais je crois que la vraie question à se poser, ça serait plutôt l'inverse, en fait. C'est de comment est-ce que ce deuil-là m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité. Parce que Ok. en vrai, moi, voilà, je suis une scientifique hein, de formation. J'ai fait des études de chimie. Je suis née dans une famille très pratico-pratique, pragmatique, même très terre à terre. Voilà, on croit à la science, on croit aux maths. Ouais. Donc, tu vois, j'avais vraiment
un entourage et une éducation aussi vraiment dans la matière, pas du tout ouverte à la spiritualité. La seule spiritualité qu'il y avait dans ma famille, c'était mes grands-mères qui étaient, voilà, qui étaient catholiques et qui allaient à la messe, mais parce que ça date de leur époque. Voilà, c'est par rapport à la religion. C'est tout, en fait. Donc moi, j'étais vraiment, je pense, déspiritualisée, en fait, quand cet événement est venu. Et c'est cet événement-là qui m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité, en fait. Déjà, comme je l'expliquais, parce que lui était de confession bouddhiste Theravada. Donc c'est vrai que la cérémonie, la manière de traverser le deuil a été faite selon cette tradition-là, qui m'a permis, du coup, de changer ma vision de la mort, comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'avais fait des funérailles, un enterrement une fois dans ma vie. C'était Oui, traditionnel, Ouais, comme c'est on ça. connaît. J'avais Ouais. 13 ans, c'est ça, c'était mon grand-père. Donc, tu vois, on était vraiment dans les funérailles catholiques, hein, donc le truc classique. Donc, euh, donc en fait, le décès de mon petit ami m'a déjà vraiment permis de changer ma vision de la mort. Parce que dans le bouddhisme, on le sait, c'est un cycle de réincarnation. Donc, en fait, voilà, on sait qu'il y a une continuité après la mort. Et ça, je trouve que c'est hyper réconfortant, en fait, déjà pour les personnes qui restent. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'ai trouvé que c'était très réconfortant pour moi de me dire, OK, mais en fait, c'est juste son enveloppe physique qui est morte, c'est son enveloppe physique que je vois là sous mes yeux, mais je sais que son âme, ce qui fait la beauté de la personne vraiment, continue de vivre, en fait, elle va se réincarner, voilà, et puis elle est toujours à côté de moi au final, c'est le subtil, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui était très rassurant déjà pour moi. Il y a le fait aussi que cette épreuve-là, et la manière dont les funérailles ont été faites, dont l'enterrement a été fait, c'est pas quelque chose de triste. En fait, on célèbre, enfin, comment je vais dire ça? C'est pas quelque chose de triste parce qu'en fait, lors de ces funérailles, on célèbre la vie de la personne. Tu vois, Oui. un exemple qui est très, très, très parlant. Nous, dans notre monde, dans nos traditions occidentales, lors des funérailles, on s'habille en noir. Ouais. Le noir, c'est une couleur qui est sombre, c'est une couleur qui absorbe la tristesse, qui absorbe la mélancolie des uns et des autres. C'est une couleur qui absorbe. Dans des funérailles donc là, de confession bouddhiste, on s'habille en blanc. Le noir était complètement interdit, en fait. On a vu la consigne de la D'accord. part de la famille de ne pas porter Ah de ouais. noir, de se vêtir tout en blanc. Donc, Ok. on était vêtus tout en blanc parce que c'est la couleur de la joie, de la fête. Et en fait, on vient célébrer la vie de la personne. Et tout travail de deuil se fait autour de la vie de la personne. En fait, on célèbre tout ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a été et ce qu'elle a vécu. Donc ça, tu vois, la tristesse est remplacée en fait par la joie. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de tristesse, hein, on s'entend. Mais en tout cas, dans la manière de vivre le deuil, la joie a énormément de place. Et d'ailleurs, cette joie est Mm. hyper importante parce que si on se connecte un petit peu à l'énergie, donc là, je vais être un petit peu plus sur le côté énergétique, mais si on se connecte à chacune de ces deux émotions, d'un côté, la tristesse, on peut ressentir, même si toi, je te pose la question, qu'est-ce que tu ressens quand tu es triste? Tu vas me dire, ben, je sens de la lourdeur, je me sens plombée, je me sens tirée vers le bas. Mm. Alors que la joie, tout de suite, on se sent plus légère, plus Légère. rayonnante Mm. et on monte. Ben, en fait, il faut penser que l'âme, enfin, que la personne, quand elle décède, l'âme a besoin de s'élever. Donc, ressentir de la tristesse, même si c'est normal, aurait tendance à plomber, Alourdir. à alourdir et à empêcher l'âme de s'élever. Or, nous, ce qu'on veut pour notre proche qui est parti, c'est de permettre à son âme de s'élever parce que l'âme a besoin de s'élever, de retourner de là où elle vient pour pouvoir se réincarner. Donc, on a besoin de cette joie, en fait. Et c'est grâce à cette joie que l'âme peut s'élever. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous avait été transmis. Je me rappelle le bonze, donc le moine bouddhiste qui a officié la cérémonie. C'est quelque chose qui nous a transmis comme enseignement. Pareil, il nous disait de ne pas s'attacher, de ne pas essayer de retenir le défunt. Le retenir en se rappelant trop de souvenirs, en lui disant qu'il va nous manquer, etc. Parce que tout ça peut empêcher l'âme de partir. Encore une fois, on D'accord. la retient, tu vois. C'est comme tout ce qui est contact défunt. Il faut faire hyper attention à ça. Contacter un défunt, on ne contacte pas le défunt, on contacte l'esprit. Bon, je ne vais pas me perdre là-dedans. Mais
le fait de contacter, on demande en fait à l'âme du défunt de revenir sur Terre, de Ouais. revenir dans son ancienne vie. Donc ne faites pas ce qui se passe dans Beetlejuice. Ne faites pas revenir à la vie les morts. Ouais, c'est ça. C'est normal, hein, même moi je le fais dans ma pratique chamanique, j'accompagnais des personnes dans des périodes de deuil justement à se connecter à l'âme du défunt, mais vraiment c'est plus se connecter à l'esprit de la personne parce Ouais, qu'on n'a pas pu tout lui dire. Moi, c'est aussi ce qui s'est passé quand il s'est passé cet événement-là. J'ai eu besoin en fait de lui dire certaines choses que j'avais pas pu lui dire parce que c'était une mort hyper soudaine. On décède pas à ouais, 34 ans, hein, qu'on se dise de manière naturelle, sauf si une maladie. Là, c'était pas le cas, il était en parfaite santé, enfin, voilà, tout allait bien. Donc, c'était une mort hyper violente qui a choqué tout le monde et qui nous a laissé vraiment, tiens, on s'attendait pas. Donc, moi, j'avais ouais. besoin de pouvoir lui exprimer certaines choses aussi. Donc, ouais. C'est vraiment très très intéressant et inspirant aussi et moi-même vivant au Texas en fait où il y a une énorme influence mexicaine dans l'État du Texas. euh, Bah, tu vois les festivités mexicaines, tu les vois partout, hein, la fiesta ou la fête des morts. C'est une approche vraiment très très différente et du coup, j'ai le sentiment, tu me dis si je me trompe, que c'est finalement un réapprentissage que tu as fait euh, avec cet événement. En fait, tu as réappris bah, qu'est-ce que je choisis en fait de croire que la mort est. Est-ce que je choisis, quelle histoire je choisis de me raconter? Et aussi, du coup, bah, parce que évidemment, ça a un impact sur tes futures relations, que ce soit avec tes amis, tes proches. Évidemment, si quelqu'un reste dans une dépression et un deuil pendant des années, c'est compliqué aussi après d'avoir tu vois, des relations qui sont épanouissantes. Donc, j'ai l'impression que c'est un apprentissage que tu as fait durant cet événement-là qui aujourd'hui te permet bah, de vivre une vie beaucoup plus légère, voilà, d'avoir rencontré quelqu'un et d'avoir voilà, des relations quand même épanouies. Donc, et est-ce que tu penses qu'on doit aujourd'hui réapprendre à avoir un nouvel œil sur ce que c'est le deuil pour, bah, pour l'approcher de façon plus sereine? Est-ce qu'on doit? Je dirais qu'en vrai, on est obligé de rien du tout. Je pense que c'est surtout de prendre ce qui résonne pour nous, faire preuve de discernement. Voilà, pour moi, c'est le premier point, en fait, de trouver, comme tu me disais, l'histoire à se raconter qui va nous faire du bien. Voilà, je Ouais, pense que quand on traverse une période de deuil, c'est la première question à se poser, c'est OK, quelle histoire je choisis de me raconter parce que ça va m'aider à traverser ce deuil et à remonter la courbe. Et on le sait, le deuil, on passe de toute façon par plusieurs étapes. ouais, Il y a d'abord le choc, et puis hop, on descend progressivement dans le déni, la colère, la tristesse, qui est le point le plus bas, et puis hop, ensuite, on remonte. Donc, ces étapes-là, pour moi, hein, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma vérité, elles sont indispensables, en fait. On est obligé. On va être amené à passer par chacune de ces étapes. Donc, c'est quelle histoire va me permettre de mieux traverser chacune de ces étapes-là, en fait. Donc ça, déjà, c'est ouais, le premier. Après, pour moi, personnellement, oui, cette vision de la mort qui a complètement changé m'a permis de vachement mieux vivre mon deuil et ceux qui ont suivi derrière, malheureusement. Et aujourd'hui, ça m'aide aussi à accompagner mes proches. Voilà, on a eu des décès dans les années qui ont suivi, qui ont été hyper compliqués à vivre. Euh, de transmettre cette vision de la mort issue des peuples premiers, ou issue, on va dire, des traditions, des traditions différentes de la nôtre, a permis aussi à mes proches de mieux vivre leur deuil en fait, parce que ça apaise la tristesse, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a une vie après la mort, parce que, mine de rien, quand tu traverses ce genre d'épreuve, tu prends conscience de l'importance de la vie. Tu vois, la question, alors, je ne sais plus comment elle s'appelait la personne, c'est Christiane Singer, qui dit que la question n'est pas de savoir s'il existe une vie après la mort. En vrai, on s'en fout un petit peu, mais plutôt de savoir si nous voulons vivre comme des morts vivants ou bien si on veut entrer vivant dans la mort. Et je trouve ça hyper parlant. Moi, cette notion c'est de... quoi la phrase?
La phrase, c'est Est-ce qu'on veut vivre comme des morts vivants ou est-ce qu'on ça, veut entrer vivant dans la mort. entrer vivant dans la mort? Vous avez 4 heures. C'est ça. Et tu sais, souvent, ce que tu peux te rendre compte, c'est que les gens ont peur de la mort parce qu'ils voient la mort Oui. comme une finalité. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'ils n'ont pas plutôt eu peur de la vie, de ne pas avoir suffisamment profité de leur vie, ce qui fait qu'ils partent dans la mort avec un sentiment de regret. Moi, je trouve ça horrible, en fait. C'est une belle finalité pour notre épisode, en fait, d'amener ça sur vivre pleinement, Mais de oui, vraiment tout faire pour ne pas arriver à avoir de regrets quand le temps est venu de partir, parce qu'on sait qu'on va tous partir, donc ça sert à rien d'aller contre ça, mais du coup, d'utiliser le temps qu'on a à son plein potentiel, ouais. C'est une belle conclusion pour, pour un épisode comme mais oui. celui-ci. Mais J'aime oui, mais beaucoup. tu vois, c'est quand même incroyable. Et en te disant ça, je suis en train aussi de prendre conscience d'une chose que j'avais pas forcément, dont j'avais pas forcément pris conscience avant de te le dire. C'est que mon petit ami de l'époque, il est décédé à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, moi, j'en ai 34. J'ai vécu un an de plus que ce que lui a vécu. Mm. Et ce que je m'étais pas forcément rendu compte, c'est que pour mes 33 ans, c'est l'année de mes 33 ans que j'ai complètement changé de vie et décidé de réaliser mes rêves. J'ai quitté la France, je me suis expatriée au Canada, je suis partie en Amazonie, c'était absolument pas prévu. J'ai quitté mon job de salarié pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Et en fait, Coïncidence ou pas? On ne saura non, pas. il y a pas de coïncidence parce que je sais qu'il est toujours avec moi. Je sais que c'est un guide, c'est un de mes anges gardiens. Voilà, il m'envoie beaucoup, beaucoup de synchronicité, mais j'avais pas capté celle-là, tu vois, avant qu'on fasse notre épisode ensemble. Mais en fait, c'est ça, quoi. En fait, c'est Intéressant. ça, c'est de se dire, putain, à 4 ans, tu peux partir. Ben merde, quoi. Profite de ta Ouais. vie, quoi. Puis De peut-être se que tu donner arrives. une chance d'accomplir ses rêves. Donnez-vous Exact. une chance d'accomplir vos rêves. Ça va Mais être le c'est titre de l'épisode. C'est beau. C'est beau. Avant qu'on termine, puisque ça va bientôt être la fin de l'épisode, j'ai peut-être une ou deux petites questions, ouais. euh, un peu bonus, un peu fun. Qu'est-ce que tu conseillerais à ton toi de 20 ans? Bon. À mon moi de 20 ans, donc qui avait 20 ans, hein. Si tu avais un conseil à donner. Ben, un petit peu celui qu'on vient de se dire, d'oser croire en ses rêves en fait. Et ouais, d'oser croire en ses rêves, de se faire confiance, de sentir. Alors moi, j'ai toujours été une personne qui adorait la liberté. Le fait de me sentir emprisonnée, c'était quelque chose qui était vraiment insupportable pour moi. Et je crois que la moi qui avait 20 ans se sentait un petit peu emprisonnée. Et c'est pas pour rien que je De pense s'autoriser du coup à ouais, arriver ouais, et à accomplir des choses, complètement. accomplir ses rêves. Complètement. Et tu vois, le décès de mon petit ami qui est arrivé quand moi j'avais 23 ans, donc hyper jeune, m'a permis aussi de retrouver ma liberté parce que de me reconnecter à ma spiritualité et de me dire, putain, mais en fait, ok, j'ai fait des études scientifiques, ok, machin, je suis dans la petite voie classique là, il y a peut-être autre chose qui est possible aussi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis donné l'autorisation d'aller vers cette voie qui m'attirait en fait. Donc, ouais, complètement. Et super. Et si j'ai une petite question à moi qui me attise ma curiosité et que j'ai envie de demander, si tu étais une activité créative, qu'est-ce que Oh, tu serais? ah non, mais alors là, t'es vache, hein, Sonia, de me poser cette question parce que moi, je suis hyper manuelle, hyper créative. Tu le En sais, général, j'attire des gens qui sont créatifs, donc vu que je Ah le là suis là, aussi, donc oui, bah attends, si tu en étais une, qu'est-ce que tu serais? putain, mais attends, je sais pas quoi te dire. J'aime le tricot, la poterie, je fais des perles, je peins, je jardine. Allez, une. Bon, ok, alors c'est peut-être parce que c'est celle qui est Celle du vraiment mon moment, activité du moment. Je dirais que c'est la poterie. hein. Ouais. Je dirais que c'est Ça la m'aiderait, poterie. ça, la poterie. Ah, c'est Maladroite pour comme j'ai pu l'être, le truc il partirait sur les murs. Mais en fait, c'est ça qui est hyper intéressant avec la poterie, tu vois, c'est le fait de trouver le bon équilibre entre le contrôle qui va donner la structure de la pièce qu'on est en train de faire, mais aussi le lâcher prise parce qu'on est sur un tour qui est lancé en pleine vitesse.
on peut pas avoir un contrôle de tout. En fait, la terre va prendre des formes qu'on ne désire pas. Et souvent, on rigole avec les filles à la poterie parce dans notre tête, on se dit, OK, là, je vais faire un vase qui aura telle forme, etc. Mais en fait, il y a une sorte de magie qui se passe quand on est sur le tour, qui fait que bah, des fois, le résultat n'est pas celui escompté, mais un résultat qui est différent et qui est tout aussi beau. Donc, ça demande aussi voilà, de lâcher prise et de se laisser un petit peu driver par le flow. Donc, Ouais, ouais, je dirais la super. poterie. Ouais, Très belle activité. Bah, à Audrey, vous, merci d'avoir partagé ça avec nous, de avec t'être plaisir. dévoilée. Et j'ai passé un très bon moment. Donc, je te remercie infiniment. Et Avec puis, plaisir. on se revoit très bientôt. Oui, merci beaucoup, Sonia. À très vite. Bye Des bye. bisous. Bye bye.